Alors, beaucoup de questions qui concernent la dépendance affective. Première chose, il faut définir plus ce que c'est. La dépendance affective, en général, justement, c'est un thème général. Ce n'est pas un diagnostic qui est clair, ce n'est pas quelque chose qui est clair, c'est une tendance, OK? C'est comme un petit peu le narcissisme. Il y a des tendances narcissiques, tu as des traits narcissiques qui correspondent à des choses qui sont documentées, c'est vrai. Mais le narcissisme, il y a plusieurs embranchements possibles. La dépendance a aussi plusieurs embranchements possibles. Et tout comme le trouble de personnalité narcissique, qui est un trouble, je dirais, documenté et qui est diagnostiqué avec des critères d'inclusion dans le DSM-5, que les psychologues étudient beaucoup, il y a quelque chose d'un petit peu plus flou qui sont les traits narcissiques. C'est un petit peu plus flou, mais ça ne veut pas dire que c'est un bordel puis on comprend rien là-dedans. Mais c'est un petit peu moins serré qu'un trouble de personnalité. C'est la même chose. La dépendance, il y a évidemment des traits, c'est un petit peu plus flou, et il y a le trouble de personnalité dépendante. Il faut, comme je l'ai fait avec le narcissisme, je pense que je l'ai fait je me souviens-tu, je l'ai fait à radio, je me souviens plus quand. Mais bref, là, il faut distinguer le trouble de personnalité narcissique, juste des traits narcissiques. C'est complètement différent. Et il faut distinguer le trouble de personnalité dépendante juste de certains traits qui sont dépendants. Donc, on va commencer avec le trouble, OK? J'allais juste réviser un petit peu là, dans mes livres, juste les critères officiels les plus récents. Alors, premièrement, le trouble de la personnalité dépendante, c'est le trouble qui est caractérisé par le fait que euh, une personne a absolument besoin d'être prise en charge. C'est l'antipode de l'autonomie. Elle a besoin d'être chapeautée et soutenue par une personne de qui elle est dépendante, qu'elle considère souvent plus forte qu'elle et absolument nécessaire à sa vie. C'est une personne qui va montrer une grande anxiété de séparation en général, qui est souvent associée à l'enfance, hein, mais je veux dire, ce n'est pas associé que à l'enfance. L'anxiété de séparation est présente dans certaines pathologies adultes aussi, dont le trouble de personnalité dépendante. Alors, je vous présente là, les traits là, qui nous permettent de scorer, okay, qui nous permettent d'identifier un trouble de la personnalité dépendante. Bon, une personne qui a du mal à prendre des décisions toute seule, sans être assurée par une autre personne. Donc, une personne qui a de la difficulté à prendre ses propres décisions, et si on en prend, il faut immédiatement qu'elle soit rassurée par une tierce partie. Les personnes avec un trouble de personnalité dépendante, un des critères, c'est difficulté à prendre des responsabilités. Donc, c'est plus des personnes qui évitent des responsabilités, qui ne veulent pas toucher à des responsabilités parce qu'on sait qu'une responsabilité vient avec un risque d'échec. Et l'échec vient avec l'échec social. Et si tu es associé à un échec socialement parlant, ça veut dire que c'est un des prédicteurs qui pourrait faire en sorte que tu es rejeté, puisque tu es une personne qui a peu de valeur et qui est peu efficace. Donc, pour éviter ce risque-là, on évite la prise de responsabilité. Un autre critère, difficulté importante à exprimer un désaccord, exprimer une opinion contraire à quelqu'un qui pourrait susciter des émotions négatives, évidemment, qui pourrait annoncer un rejet, donc une séparation. Donc, une personne qui a un trouble de personnalité dépendante s'exprimera pas beaucoup et va plutôt tenter par tous les moyens de s'adapter à l'autre. Jamais elle va confronter l'autre ou vouloir exprimer un désaccord et ne pas plaire à l'autre ou la contrarier. Donc, c'est l'évitement de la contrariété de l'autre pour éviter, encore une fois, parce que ça revient toujours à ça, éviter le rejet, éviter d'être laissé. Un autre critère, difficulté à initier des projets. Soit par manque de confiance en ses propres ressources, sa propre capacité de mener à bien un projet, ses propres
ressources pour accomplir quelque chose. Donc, une personne ne va tout simplement pas tenter quoi que ce soit. Ou ce qui est rapporté aussi, c'est par manque de motivation carrément. C'est-à-dire, moi, mais je le file pas. OK? Fait que parce que c'est ça. Le manque de motivation, puis ça, il va falloir en parler avec l'anxiété. Tantôt, là, vous me ferez penser, là, il y a une interaction entre la motivation et l'anxiété. Tu peux pas seulement augmenter la motivation out of the blue comme ça. C'est un processus comme à deux pédales, comme un véhicule. Tu as le frein et tu as l'accélérateur. Tu peux pas juste conduire basé sur la gestion du frein. Le frein, c'est une fonction en particulier, puis il y a une fonction, il y a un but important en particulier, et l'accélérateur, c'est autre chose, c'est une autre mécanique. C'est exactement la même chose. L'anxiété, c'est l'anxiété. La motivation, c'est un autre module cérébral, un autre système. Mais il y a une interaction entre les deux. Donc, il y a, je vais en parler tantôt quand je vais parler d'anxiété. Donc, juste une personne qui n'a pas la motivation d'initier quelque chose. Donc, on s'aperçoit que cette personne-là est souvent à la remorque des autres. Donc, elle suit les autres. Si tu inities pas quelque chose, ça veut dire que tu vas dans le sillon de quelqu'un d'autre. Donc, tu te perdras pas, mais tu leaderas pas non plus. De façon générale, c'est une personne qui va se sentir facilement impuissante avec des hauts niveaux d'émotions négatives lorsqu'une personne se sent seule ou est simplement seule physiquement ou se sent seule. Donc, peu de tolérance à la solitude ou à des contextes qui sollicitent de l'autonomie. Deux autres critères importants. Si une personne qui est fortement dépendante ou trouble de personnalité dépendante, si elle termine une relation, elle va chercher à la remplacer. Plutôt que de dire, ben oui, c'est terminé, c'est triste, il y a des deuils, puis ça, c'est tout à fait normal, il y a des deuils dans la vie. Alors, une personne qui est fortement dépendante veut pas passer à ce deuil-là parce que l'anxiété est trop grande. Et donc, il faut remplacer ce vide-là immédiatement par une autre personne. Et finalement, de façon générale, le trouble de personnalité dépendante a une peur, une préoccupation, puis une rumination importante et surtout irréaliste d'être laissé, d'être abandonné de l'environnement. C'est comme toujours un petit peu sous-jacent, c'est toujours un petit peu présent et c'est irréaliste. C'est-à-dire, puis ça, c'est une des règles en pathologie en général, c'est le contact avec la réalité. Est-ce que l'émotion, l'intensité de l'émotion, la cognition, la pensée ou l'analyse d'une situation est en lien avec des éléments concrets de la réalité? Lorsqu'il y a la préoccupation sans cesse d'être laissé alors qu'à un moment donné, il n'y a pas de signe clair, là, on quitte le monde de la réalité et là, on est dans des patterns cognitifs qui sont déconnectés de la réalité. Puis ça, c'est ce qu'on appelle de la rigidité. Évidemment, toutes les formes de pathologie impliquent de la rigidité. L'opposé de la rigidité, c'est l'adaptabilité en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'intégration des nouvelles informations. Donc, la flexibilité mentale, la flexibilité émotionnelle permet justement de vivre en s'adaptant à un environnement qui est continuellement changeant et dont l'environnement t'influence toi-même, donc tu es toi-même changeant. Donc, cette flexibilité-là mentale, cette flexibilité-là émotionnelle, entre autres dans la personnalité, entre autres, doit faire ça, contribuer à faire ça, faire en sorte qu'on peut rester sain et fonctionnel dans un environnement qui se transforme sans arrêt. Lorsqu'il y a rigidité, ben, les schémas sont toujours les mêmes, indépendamment de l'environnement. Donc, moi, ce que je regarde toujours quand je veux aider une personne, quand j'ai un client, je regarde toujours le niveau de rigidité puis les mécanismes qui vont maintenir cette rigidité-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui me frappe dans quelque chose de rigide, soit émotionnellement parlant, soit dans la vision du monde, soit au niveau comportemental, n'importe quoi que à un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît puis qui change pas beaucoup, même si ça devrait changer. Alors là, on a un problème. Là. Puis évidemment, dépendamment de la gravité de cette rigidité-là, c'est là où on va scorer dans le DSM. Et lorsqu'on score DSM, c'est pathologique. C'est très, très, très rigide et ça crée des dysfonctionnements majeurs.
pas seulement des traits. Des traits, on a tous des traits. Et d'ailleurs, quand je faisais mon doctorat en psychologie, puis quand je faisais le cours de la personnalité, oui, c'est le cours de la personnalité, euh, le professeur me disait, bon, faites-vous-en pas, les amis, à chaque tâche que vous allez tourner dans le DSM, vous allez vous reconnaître. Et c'est bon. On est comme, ah ouais. Il dit, ouais. Ce qui est pas bon, c'est que tu te reconnais pas, sauf sur 2 pages. Ou c'est comme seulement toi sur 2 pages. Mais là, ça veut dire que tu scores tous les critères diagnostiques. Tu veux pas ça. T'aimes mieux te reconnaître un peu partout, faire oh my God, oh my God. Ça, c'est comme, OK. Parce que ça indique beaucoup plus de flexibilité que de la rigidité. C'est quand tu scores tous les items ou tous les critères d'un trouble. Donc voilà. Fait que faites-vous en pas si vous êtes un petit peu préoccupé par toutes sortes de choses. C'est mieux. Oui. Bon, OK. Comment se sortir? Revenons à la dépendance, OK? Comment tu fais pour plus être dépendant? Parce qu'évidemment, oui, on a tous des niveaux de dépendance. OK? Il y en a qui sont extrêmement dépendants, que ça inhibe un paquet de fonctions, puis ça empêche les gens de fonctionner. Il y en a qui sont peu dépendants. Il y en a qui sont même trop indépendants. Puis ils sont. Donc, la vulnérabilité reste trop inhibée, puis là, ils ne savourent pas un paquet de sphères sociales dans leur vie, d'opportunités, etc., etc. OK? Fait que, aller dans les extrêmes, ça ne marche pas vraiment. Hein? Ça ne marche pas en politique, ça ne marche pas non plus dans les personnalités. Donc, je vais parler comment sortir de là. Pour être moins dépendant, classiquement, c'est moins le cas, mais j'entends encore beaucoup ça. Les psychologues parlent beaucoup d'estime de soi. OK? Je pense que j'ai déjà parlé quelques fois de l'estime de soi. C'est un problème, ce concept-là de l'estime de soi, parce qu'il n'est pas validé scientifiquement. Et c'est un concept qui est flou et qui a de la redondance sur d'autres échelles et d'autres concepts qu'on connaît déjà. L'estime de soi, maintenant, statistiquement, on voit que c'est même pas un réel concept. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est réellement. C'est pas quelque chose de précis qui est défini, ce qui est un énorme problème. Mais c'est ça, présentement. OK. Je comprends l'idée dans l'estime de soi de OK, parce que le concept comporte des bons angles, OK? C'est-à-dire, par exemple, être fier de soi. C'est un excellent angle qui n'est pas nécessairement du narcissisme carabiné. Être fier d'être soi, être fier de ce qu'on fait, être fier de notre vie, être fier de nos efforts, être fier de qui on est, être fier d'être dans notre peau. Je veux dire, oui, c'est tout à fait valide de vouloir ça. OK. Mais puis, c'est quoi le lien entre cette fierté-là, par exemple, ou la fameuse estime de soi, puis la dépendance? La dépendance, c'est justement le fait, c'est l'antipode de l'autonomie émotionnelle. Donc, comment tu fais pour bâtir une autonomie émotionnelle? Ça prend différentes composantes. Au lieu de dire je ne veux plus être dépendant, ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que je veux être? C'est-à-dire, quelles sont les composantes qui ont besoin d'être construites pour pouvoir me passer de ma béquille, qui est une autre personne ou d'autres personnes ou les autres humains significatifs autour de moi. Donc, on traite la dépendance affective ou la dépendance en général en étant plus fort de façon autonome. Donc, comment on fait? J'entends, évidemment, en psychologie, on entend toutes sortes de choses, comme par exemple travailler l'estime de soi, genre verbaliser des. Bon, excusez-moi, je vais éteindre mon cellulaire. Donc, on entend beaucoup s'aimer. Bon, OK. Puis comment on fait? Ben, se trouver des qualités, se trouver beau, se trouver belle, trouver nos forces. Le problème, c'est que le cerveau, il s'en fout des mots. Pour créer de la valeur personnelle, ça marche juste pas. Ça fonctionne pas, se dire des choses. Je dis pas que le langage verbal ou les pensées sont pas importantes, c'est pas ça que je dis. Mais se sentir autonome, vraiment être bien dans sa peau puis être fier de soi, ce n'est pas proportionnel du tout aux étiquettes positives qu'on essaie de se coller. Puis on est dans un courant très étiquette en ce moment. Ça fonctionne pas. La seule façon de prouver à ton cerveau et de montrer à ton cerveau comment être fier de lui, être bien, c'est par l'action.
parce que l'essentiel du cerveau ne parle pas le langage verbal. Okay? Il y a juste deux petites aires qui comprennent peut-être un peu plus le langage verbal, puis le reste, c'est toutes des afférences, puis c'est toutes des parties qui sont essentiellement mécaniques et non verbales. Donc, il faut comprendre que le cerveau fonctionne au comportement, puis à l'action. Alors, comment on fait pour faire ça? Alors, pour diminuer la dépendance, en général, faut être convaincu qu'on a les ressources en soi pour faire face à des défis. C'est impossible euh, traiter de la dépendance si notre cerveau ne pense pas qu'il y a ce qu'il faut de façon autonome. C'est pas possible. Donc, une personne dépendante, il faut tout de suite voir ça comme son cerveau pense que sans les autres, elle n'est rien, elle ne vaut rien, et surtout, elle va échouer, elle va souffrir. Donc, l'absence des autres, ça signifie la mort ou la souffrance, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer au cerveau que c'est pas le cas. Mais tu peux pas juste lui dire au cerveau. Faut que tu lui montres avec des actions et des résultats, puis une interprétation des résultats. Puis c'est un gros travail, mais ça se fait. Ça se fait. Mais ça se fait pas mettons, en un mois et demi, là. On n'est pas dans ce genre de travail-là. C'est beaucoup de travail. Ça se fait. Puis, généralement, il va toujours avoir une petite sensibilité à la dépendance, ce qui n'est pas un problème. Hein? Une sensibilité à ou avoir quelques traits qui sont bien gérés avec des bons mécanismes de compensation dans le sens de positif, là, des bons moyens de ne pas succomber à cette dépendance-là, on est correct. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait là, dans la vie. Donc, attendez, j'ai pris quelques petites notes là. OK. Voici quelques pas indices, mais des pistes importantes pour être plus autonome émotionnellement. Ça prend des défis. Une personne doit se mettre des défis à sa hauteur, à son niveau, évidemment, qu'elle doit réaliser. Il faut qu'elle atteigne des objectifs personnels. Une personne qui est dépendante n'ose pas attaquer des défis, justement parce qu'elle évite l'échec et l'échec prédirait le fait d'être laissé par les autres. Donc, souvent, un évitement a plusieurs niveaux, c'est-à-dire on veut éviter un premier niveau parce que ce niveau-là va faire éviter l'autre, puis une cascade d'événements. Donc, si on veut éviter de se faire laisser, il faut éviter de se mettre en situation d'échec, donc on va éviter des défis, on va éviter des responsabilités. Fait que c'est une chaîne d'évitement. Je vais en reparler avec l'anxiété parce que c'est fondamental de comprendre les chaînes d'évitement. C'est fondamental. Et ça, comprendre ça, ça peut changer votre vie au complet. Au complet. OK. Donc, là, c'est réussir des choses de façon autonome, sans les autres. Donc, ça prend des défis et ça prend des responsabilités et ça prend l'atteinte d'objectifs. Il faut qu'une personne réalise des défis qui sont personnels. Donc, évidemment, si on veut améliorer, rendre une personne moins dépendante, il faut qu'elle se trouve bonne en train de se découvrir capable de choses. Donc, évidemment, il faut trouver des défis qui sont significatifs pour cette personne-là. Donc, ça, c'est un art, là, évidemment. Trouver, bon, à quoi on s'attaque. Il faut trouver vers où on va. Il faut identifier les bons défis. Il faut identifier le bon niveau de défi. Parce que si elle échoue, ça a tendance à backslasher. Okay? Fait, ça, quand on fait des processus d'exposition d'anxiété, il faut toujours calculer le niveau d'anxiété que va générer l'exposition. Je vais en parler tantôt. Donc, un défi qui est trop grand, ça fait en sorte qu'une personne ne pourra pas surmonter ce défi-là, puis ça va renforcer son retrait et ça va renforcer son schéma de tu vois, quand je fais les choses tout seul, j'échoue. Stratégiquement, un psychologue ne va pas faire ça. Un psychologue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encadrer une personne, il va peser, il va mesurer exactement le niveau de difficulté d'un défi et faire réussir cette personne-là de façon autonome. Et après ça, on va réinterpréter ça. Et là, le cerveau un nouveau monde va tranquillement, progressivement s'ouvrir. C'est-à-dire s'apercevoir que on a des choses il y a des choses qu'on peut faire. Puis donc, ça veut dire qu'il y a des ressources qu'on a. Et si on les a, ça veut dire qu'ils se situent pas nécessairement dans les autres. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin des autres. Évidemment, c'est un début. Et là, il faut continuer à faire grandir ça. Fait que ça, c'est la démarche vers où on va.
Donc, on passe par le sevrage de la dépendance affective passe par le développement de l'autonomie émotionnelle. Donc, le nerf de la guerre, avoir des objectifs et l'augmentation des prises de responsabilité. Rappelez-vous les critères diagnostiques que j'ai dit tantôt. Une personne qui est dépendante évite les responsabilités. Et l'évitement fait augmenter l'anxiété et toutes les formes d'anxiété qu'il y a autour, ainsi que la matérialisation des peurs qui sont là, dont être laissé, dont ne pas être assez pour conserver l'attention ou l'amour des autres. Ce qui est absolument pas le cas, mais le cerveau, s'il ne sait pas, il va avec l'évitement à court terme. C'est toujours le cas. Donc, c'est ça. Faut voir ça ensemble. OK? Dépendance, autonomie émotionnelle. C'est une erreur de dire on va soigner les blessures d'enfance, puis là, ça va comme s'estomper. Ça va pas s'estomper. Ça marche pas, ces techniques-là. C'est pas parce que tu jases pendant 10 ans de tes blessures d'abandon que là, ça va comme disparaître. Ça ne marche pas comme ça. Le cerveau marche au non-verbal, c'est-à-dire au comportement et aux émotions, et aux associations, que tout le système refabrique en termes d'association. Euh, aussi, euh, le doute de soi, un petit mot là-dessus. La dépendance, le maintien de la dépendance maintient certains schémas qui sont autodestructeurs envers sa propre valeur ou envers ses propres capacités, dont le doute de soi. Le doute de soi, c'est un cancer. Je compare souvent ça dans mes formations. Souvent, on va en reparler là, dans le Psychom 1, 2, 3, parce que ça, il faut comprendre ces mécanismes-là. C'est comme un blender. Tout ce que tu mets là-dedans, ça vire en bouillie. Peu importe que ça a coûté 1000$ ce que tu as mis là-dedans, si tu mets ça dans le blender, peu importe ce que tu mets là-dedans, ça sera pas appétissant, puis ça brouille tout, puis ça détruit les bons ingrédients, le doute. Le doute, c'est vraiment un broyeur. Tu mets quelque chose là-dedans qui vaut cher, tu le mets dans le doute, ça disparaît. Donc, quand je coach ou euh, quand tu veux développer du talent ou développer de la performance ou du succès en général, peu importe sur quel domaine avec une personne, il faut contrôler, il faut lire l'activation du doute, puis elle est susceptible de contaminer quoi? C'est vraiment, vraiment important. Parce que si tu développes des habiletés chez une personne et tu sous-estimes l'impact du doute, ça va se faire manger par le doute. Puis quelques semaines, mois plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de développement. On dirait qu'il y a un plafond de développement, puis on dirait que ça piétine, puis on le sent. Hein. Les coachs le sentent. C'est comme, oh, ça bouge plus, je sais plus trop quoi dire, je sais plus trop quoi faire, comment ça se fait que ça bouge pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui mange ton progrès. Et c'est le doute de soi. Le doute de soi est souvent implicite et non verbalisé par une personne. On se dit pas tout le temps, oui, je suis en train de douter de moi présentement. Présentement, je suis en train de me parler, en train de me. Ah, c'est des boucles frontostriatales, entre autres, qui activent ce doute-là. C'est très implicite. Donc, il faut le savoir, ça, théoriquement. Donc, il faut le savoir pour soi, pas juste pour coacher les autres, pour vous-même. Vous devez être vigilant que, attention, le doute, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un mur étanche entre le doute et ce qu'on met, on met dedans. Et le doute va être de plus en plus puissant plus tu penses que tu as besoin des autres. Donc, la dépendance est fortement proportionnelle au doute. Plus une personne dépend de toutes sortes de choses, plus ça va être une personne qui va douter d'elle. Et donc, le doute active de l'anxiété et contamine un paquet de choses. Pas seulement pour la dépendance affective, hein, en passant. Il y a des choses qui sont étendues à plusieurs systèmes de dépendance, que ce soit dépendance à une substance, une dépendance émotionnelle. Le cerveau a tendance à faire des choses qui sont communes les unes les autres. Donc, le doute de soi, l'anxiété, la rumination, la stagnation, le fait que ça bouge pas. Une personne qui doute d'elle et qui est très dépendante, comme je vous ai dit tantôt, n'initie pas de projet. Elle a tendance à attendre d'être prise en charge. Donc, ça va être une personne qui va être très stagnante. Ça ne bougera pas. Et évidemment, elle évite les responsabilités. Donc, ça tourne beaucoup en rond. Hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Et les mêmes sujets reviennent tout le temps. On parle tout le temps un peu des mêmes choses. Il y a ça qui revient. Ça va dans le portrait des personnes qui sont fortement dépendantes. Bon,
Encore un petit mot sur la dépendance. Les personnes qui sont très dépendantes vont aller se mettre en couple et choisir des partenaires ou des personnes autour d'elles qui vont les rassurer à court terme. C'est sûr. Donc, souvent, la dépendance va amener une codépendance. Deux personnes dépendantes vont avoir moins tendance à s'associer ensemble. Ça va être une autre personne qui aime être valorisée parce qu'il aime se sentir important, sauveur, puissant et aime sentir l'espèce de pouvoir absolu qu'il y a sur une autre personne. C'est-à-dire que ça la soulage de sa propre anxiété, de sentir que l'autre a absolument besoin d'elle. Et vous comprendrez qu'on est sur un terrain dangereux parce que ça, les personnes dépendantes se font plus facilement abuser. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne mettent pas leurs limites, parce qu'ils sont tellement terrorisés à l'idée de déplaire que l'environnement a plus tendance à abuser d'eux autres. Puis évidemment, il y a des personnalités qui abusent plus les autres, donc qui profitent plus les autres. Donc les personnes, par exemple, à forte tendance narcissique, qui ont besoin d'être beaucoup admirées, vont avoir tendance à garder une personne dépendante. Donc, quand, quand une personne qui est fortement dépendante, puis j'ai travaillé avec une grande quantité de personnes dépendantes, quand ils commencent à être moins dépendantes, ils se tournent vers des nouveaux partenaires parce que ça les intéresse plus d'avoir. Ils sont capables de voir leur propre pattern maintenant. Ils sont capables de voir qu'ils veulent quelque chose d'égal à égal. C'est-à-dire deux humains autonomes qui décident consciemment de créer une relation puis d'avancer ensemble. Versus deux humains qui sont tournés l'un vers l'autre et qui se tirent, qui se stimulent mutuellement et qui va créer un pattern plus de codépendance plutôt qu'une association pour avancer ensemble. Mais pour faire ça, ça prend une personne autonome qui choisit une personne autonome.